Ces boulingrins que j'ai rencontrés l'autre jour à la table des deux clous et qui m'ont invité à boire une tasse de thé chez eux me paraissent de charmantes gens et je croyais que je goûterais en leur compagnie infiniment de satisfaction. Satisfaction, hein? Si monsieur veut bien prendre la peine de s'asseoir, je vais l'avertir mes maîtres, hein? Je vous remercie. Ah, Monsieur! comment vous appelez-vous, ma belle? Je m'appelle Félicie, et vous? Oh, ce n'est pas pour indiscrétion. C'est pour savoir qui je dois annoncer, hein? Trop juste. Derriette. Derriette? Derriette. Ma foi, je connais pire que ça. Ainsi, tenait dans ma pays à Brebière, près de l'île, nous avions un voisin qui s'appelait Pierre des Vaches. Ah oui, venez annoncer ma visite, monsieur et madame Boulingrin. J'y vais, Au fait, non. Un moment, s'il vous plaît. Venez ici que je vous parle. Vous n'êtes pas qu'une jolie fille, vous. Vous êtes aussi une fine mouche. De mon côté, j'ose prétendre que je ne suis pas un imbécile. Pardon, j'ai pensé à autre chose, hein. Je crois que nous sommes faits pour nous entendre. Il y a longtemps que vous travaillez ici? Bientôt 2 ans. À merveille! Vous êtes la femme qu'il me faut! Vous voulez m'épouser? Ne faites pas la bête! Il ne s'agit pas de cela! On peut se tromper, hein, excusez. Félicie, écoutez-moi bien. Et surtout, répondez franchement. Si vous mentez, mon petit doigt me le dira. En revanche, si vous êtes honnête, je vous donnerai 40 sous. C'est trop, hein. Cela ne fait rien. Je vous les donnerai tout de même. En ce cas, allez-y à questionner. Entre nous, monsieur et madame Boulingrin sont de fort aimables personnes. Oh, je vous crois, hein. Je l'aurais parié. Gens simples, n'est-ce pas? Oh, tout ce qu'il y a de plus, hein. Un peu popote. Un peu beaucoup. Très bien, un mariage très uni au surplus. Uni, hein. Mais c'est au point que j'en suis quelquefois gênée. Jamais une discussion, toujours du même avis. 2 tourtereaux, monsieur. 2 ramiers. Allons, laissez donc. Je serai ici comme dans un bain de sirop de sucre. Voilà vos 2 francs, mon petit chat. Ça ne vous gêne pas? Non. Alors merci, monsieur. Laissez donc. Jamais je n'ai moi regretté mon argent. Salut, demeure calme et tranquille, asile de paix, où je me propose de venir passer 3 fois la soirée cet hiver. Mes pieds chauffés à des brasiers qui ne me coûteront que la fatigue de leur présenter mes semelles, et abreuvés de tasses de thé qui ne me coûteront que la peine de les boire. Oh, agréable perspective, un rêve longtemps caressé. Visons 100 fois de l'âme douce du Picassette qui, sentons la vieillesse prochaine et pensant avec rancor que l'instant est venu de faire sa retraite, ne demande pas mieux que de la faire lui-même, à l'œil, sous le toit hospitalier d'autrui. C'est que, voyez-vous, mon enfant, plus on avance dans l'âge, et plus on voit l'inalité. Quelle la volupté! Quel plaisir! C'est que vous me direz que pour un vieux célibataire comme moi, la vie de café avait ses charmes. C'est vrai, mais à la longue ça devient monotone, onéreux, et il arrive un âge où... Oh! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai oublié de refermer l'orbier de la fontaine, hein. Oh, petite bête, va! Cela doit être du propre! Je me sauve, je vous annoncerai en même temps. Eh bien, allez annoncer ma visite à monsieur et madame Boulingrin. Pas de cervelle, mais de l'esprit. Cette enfant ne me déplaît pas.
Hein? Il me semble qu'on a agité ma sonnette. Ouvrez! Qui va là? Moi, un jeune homme pressé, je bouge, je brûle, je flambe. Ah mon Dieu! Est-ce que le feu serait à la maison? Dépêchez-vous donc. Que diable! Donnez-moi le temps de passer un pantalon. Ces pompiers sont d'une impatience. Je vous attends. Oh! Un instant donc! Il faut vous empêcher de vous rendormir. Voilà, pompier, voilà! Mais si c'est pour faire la chaîne, je suis enrhumé! Chut. Un inconnu! Sans casque? Monsieur, que voulez-vous? Monsieur, je voudrais causer avec vous. Causer? Ah ça! Quelle heure est-il? 2 heures du matin. Mais ça ne fait rien. Je n'y tiens plus. 2 heures? J'ai peut-être eu tort d'ouvrir ma porte! Monsieur, je suis un jeune homme pressé. Dites-moi tout de suite si c'est vous. Moi? Quoi? Le père ou non? Ah ça, si c'est pour jouer à ce jeu-là? Étiez-vous, oui ou non, ce soir au théâtre de Monsieur Dormeuil? Oui, en famille? Mais je ne vois pas. Occupiez-vous, le numéro 13, second rang, première galerie, côté gauche. Dites-moi si vous étiez bien. Oh 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 oh! Oh 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 oh! Extrêmement bien. Enfin, n'y avait-il pas près de vous une jeune fille avec des yeux, un nez, une bouche? En effet, ma fille Cornélie. Ça suffit. Après? Monsieur, je suis un jeune homme pressé. Ernest Dardar, la Cassagne de Jumirac. Hein? De Bordeaux. Ah. Et j'ai l'honneur de vous demander la main de mademoiselle Cornélie, votre fille. Ah ça! Vous flanquez-vous de moi? Comment? Venir à 2 heures du matin violer mon sanctuaire? Et là aussi. Et me compter vos polissonneries? Il me semble que ma démarche, Sortez! par exemple, Monsieur, je vous préviens que ma table de nuit contient 2 objets. on ne nomme pas ces choses-là. Une paire de pistolets pour les malfaiteurs et un verre d'eau sucrée pour moi quand je tousse. En vérité, eh bien, Moi, je blâme cet imbroglio. Des pistolets, de l'eau sucrée. On croirait pour un quiproquo. Chose année sans préparer. Voyez d'ici l'affreuse erreur. Vous pourriez prenant l'un pour l'autre. Sucrer la cervelle au voleur. Et percer un trou dans la vôtre. la 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 Monsieur, vous faites de l'esprit? Moi, j'ai envie de dormir. Recouchez-vous. Quand vous serez parti. Moi, partir sans l'avoir revue, sans avoir revu Cornélie. C'est ça, je vais la faire habiller pour vous. Ah, je ne demande pas ça. Ah, c'est heureux. Qu'elle vienne comme elle est, ce n'est pas sa robe que j'aime, ce n'est pas sa robe que j'épouse. Mais monsieur! Ah, vous ne me connaissez pas, je suis de Bordeaux, monsieur, j'ai la tête chaude. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? Et à Bordeaux, quand on aime, quand on distingue une jeune fille au spectacle, on ne s'informe ni de son rang, ni de son nom, ni de son sexe. Mais monsieur! On la suit. Si elle monte dans un fiacre, on galope. On traverse les ponts, on rejoint le sapin, on grimpe derrière. Mais monsieur! On reçoit un coup de fouet blanc. Mais ça ne fait rien, on tombe. On se relève, on arrive chez le père. Mais monsieur! Un gros qui dort, on lui dit réveillez-vous. Habillez-vous, mariez-nous. Est-ce que vous êtes tous comme ça à Bordeaux? Tous. Eh bien, à Paris, c'est différent. Quand on nous réveille, nous prenons un bâton bien rond que nous cassons sans façon sur le gascon. Tiens, une joueuse au corbillon, qui mettons? Terminons. Oh, le mot est bon. Vous demandez à voir ma fille. Oui. Eh bien, vous ne la verrez pas. Très bien. Vous désirez l'épouser. Oui. Eh bien, vous ne l'épouserez pas. Très bien. Maintenant, mon petit ami, je vais vous mettre à la porte.
Non. Savez-vous que je suis plus gros que vous, et par conséquent plus Gras? Non. Plus fort. En rentrant chez vous, j'ai fermé la porte à double tour et j'ai mis la clé dans ma poche. Ah, la voici. Eh bien? Pour rester, il ne tiendrait qu'à moi de la lancer par la fenêtre. Oui, mais je vous ferai prendre le même chemin. Ah non! Pourquoi? Parce que casser un gascon, c'est très cher. C'est un grand luxe, ça se paye double. Il a raison. Tenez, je suis bon diable, je sors de votre volonté. Pour en venir, dis donc. Je vais toujours acheter la corbeille. La corbeille! Oh! Soyez donc tranquille, je ferai bien les choses. C'est trop fort! Au revoir, Oh, c'est... beau-père. Oh, ça c'est trop fort! Non, 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 ça c'est trop fort! Non, 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 non. Monsieur Sproul? Qui est-ce? Jonathan Singerby. Je vous vois pas parce que je suis devenue aveugle, hein. Ouais, le diabète. J'ai perdu mes yeux, qui sont les dents de la vue. On m'a arraché les seuls dents qui me permettaient de goûter un peu à la vie. Ouais. Je vais épouser la pharmacienne. C'est décidé. Et les conditions? Tu lui donnes tout ton argent, c'est ça? Elle lui donne son argent. Elle est plutôt gentille, hein? Pour une femme. Et pas si mal, hein? Pour son âge. L'argent serait investi dans ce commerce et j'en retirerais des bénéfices non négligeables. Quoi? Qu'est-ce que j'y peux? Je crois que si dans ce monde on m'avait proposé quelque chose gratuitement, j'aurais pas pris. Mais jamais rien n'est gratuit pour moi. Jamais de réduction, jamais de cadeau. Je te qui paye toujours plein pot. Quoi qu'il en soit, mon mariage avec la pharmacienne, c'est définitif. Mais alors qu'est-ce que tu viens chercher ici sur la promenade, hein? Mais je sais pas, rien. De l'air frais, quoi. Tu te rappelles qu'il y a 20 ans, tu m'avais parlé du Texas? Là! Assieds-toi à côté de moi. Regarde, là-bas. Tu vois ce que je vois? Qu'est-ce que tu vois? Bah le Texas! Oh oui, bah oui, je peux voir le Texas. Ouais. À quelle région? Le milieu. Ouais, le milieu. Bon alors là-bas, il y a une grande propriété, hein, j'aurais sur le maïs. Ouais. Et puis au milieu, il y a une immense villa avec un parc derrière. Ouais, bon, dans ce parc, il y a une piscine et puis tout autour de cette piscine, il y a une pelouse. Et sur cette pelouse, il y a quelques chaises-longues, une table avec des boissons fraîches, ouais. C'est l'été? Ouais, l'été de Texan, ouais. Il est à peu près 11h du matin. Et si tu peux voir ce que je vois, dans l'eau de cette piscine, il y a une fille qui nage, toute seule dans cette grande piscine. La fille, elle s'appelle Jane. Ah, Jane ou Jean? qu'est-ce que ça change? Ah, c'est pour l'image. Ah, Jean est plutôt mince alors que Jane, elle est un peu plus ronde, quoi. Alors c'est Jane. Je préfère effectivement les rondes, ouais. Ouais, surtout qu'elle est ronde que là où il faut, arrête là où il faut. Bon, tu veux que je te la décrive, hein? Ah, j'ai le regard brouillé par l'émotion, vas-y. Bon, bon. Alors elle a des cheveux bruns et courts, mais très fournis, attention. Hein. Des lèvres charnues, un menton ferme, des pommettes saillantes, une silhouette élancée, un corps bien en chèque, tu vois. Et puis des gros seins très rapprochés, hein. Rapprochés, pas cardiaques. Ouais, rapproché, c'est Ouais. Et puis
de larges hanches aussi. Ouais. Oh, large comment? Bah très très large, hein. Tu pourrais y fourrer ta tête et toutes tes envies au moins 4 fois. 6 fois, ce serait mieux, ouais. Bon, par contre, elle a pas de gros cuisses, hein. Ah non, non, non. Je veux dire qu'elle a des cuisses exactement comme il faut. Délicatement remplies, mais pas vraiment grosses. Pas qui tremblotent, tu vois. Et puis surtout, elle ne révèle rien de ce qui va suivre à ses cuisses. Ah, qu'est-ce qu'il y a sûr? Est-ce que tu connais ce genre de cuisses qui montent, qui s'épaississent de plus en plus, et soudain, sans aucun avertissement préalable, l'apothéose, comme le chapeau d'un champignon magique, tu vois. Un cul énorme. Ouais. J'en rêve depuis... Oh, donc détends. Je sais. Elle se lève. Si bien que ses fesses remuent. Et qu'un des deux plis, celui qui correspond à sa jambe d'appui, se creuse encore un petit peu plus. Qui est terriblement excitant, on est d'accord. Ouais. Et c'est là qu'arrive un invité impromptu. Qui? Mais toi? Moi? Bah, comment moi? Pourquoi moi? Je suis pas habillée pour débarquer au Texas. Bon alors, t'arrives soit par les champs de maïs, parce que tu t'es perdu, soit par l'entrée principale. Bah décide! Bah, par les champs de maïs, bah, ça a quelque chose de plus attendrissant. Ouais, t'as raison. Bah oui, comme ça t'arrives directement sur elle. Directement? Ouais, sur elle, ouais. De face ou de dos? De face. Oh bah c'est dommage. Oh, parce que si elle avait été de dos, j'en aurais profité pour lui embrasser les fesses. Mais non, t'aurais pas pu lui embrasser les fesses, enfin, ça aurait grillé toutes tes chances. Je t'ai pas demandé ton avis. Bon, oh. Elle est de face, d'accord? Et elle te voit arriver. Arrive. Je m'appelle Jonathan. John Singleby. J'ai 150 000 livres à la banque, ce qui représente 10 000 de vos dollars. Et elle vient de me dire, asseyez-vous, s'il vous plaît. Non, bah non. Bah non, elle te le dit pas tout de suite, asseyez-vous s'il vous plaît. Bah si, elle vient de me dire, asseyez-vous, s'il vous plaît. Mais non! Non! Elle se tait. Elle te regarde et elle se tait. C'est le moment où elle décide de me tourner le dos. Mais non! Elle te regarde et elle se tait. Ouais, elle me regarde avec intérêt au moins. Bon, elle te regarde, c'est déjà pas mal. Bon, pour faire court, j'ai 150 000 livres à la banque, ce que je représente à peu près 10 000 de vos dollars et je... Écoute, quand je traduis mes économies en dollars, ça ne fait pas le même effet. Je pense pas qu'elles sont intéressées. Mais pourquoi tu dis ça aussi? Accorde-moi le fait que je n'arrive pas à la cheville. À mon avis, rien qu'en me regardant, on voit tout de suite qui je suis, ce que j'ai, et surtout, ce que je n'ai pas. Tu feras jamais d'un type qui économise en livres un type qui économise en dollars. À la mairie. Évidemment, si elle me tournait le dos, j'en aurais profité pour lui embrasser les fesses. Et soit je serais tout de suite foutu à la porte, soit j'aurais fait tomber tous les obstacles avec cet acte téméraire et bestial. Quoi qu'il en soit, j'aurais gagné d'avoir eu ne serait-ce qu'un instant le nez planté dans une parcelle de bonheur suprême. Si elle s'obstine à rester de face, bah, j'ai qu'à m'excuser, faire demi-tour, retraverser les champs de maïs et retrouver la route. Ah non. Bah non. À ta place, je ferai une deuxième tentative. Non, moi j'en ai terminé avec elle. Ok. Oh, tu vas où? Hi Jane. Hi Jane. Well, life is really something, huh? Huh? Jane! No!
Pouh. Qu'est-ce que tu me dis de ça? Un bonhomme de 87 ans voulait traverser la rue. Mais il ne savait pas comment faire pour passer au travers. Alors, il a rampé sous un camion. Il a quoi? Il a rampé sous un camion arrêté. Non. C'est écrit ici. C'est incroyable. Ça donne envie de dégobiller, tu trouves pas? Mais qui a bien pu lui conseiller une chose pareille? Un bonhomme de 87 ans qui rampe sous un camion. Allons donc. C'est écrit noir sur blanc. C'est impensable. Je voulais te demander quelque chose. Qu'est-ce que tu fabriques là-dedans? Eh ben j'allais juste... Et le thé? Eh ben justement j'allais le faire. Eh ben alors, va le faire. J'y vais. Ils nous ont mis un beau service cette fois-ci. Du genre à rayures. Il y a une blonde blanche. Tu vois, cela fait le tour de la tasse, autour du bord. Le reste est tout noir aussi. Et les socopos sont toutes noires aussi, sauf au milieu, dans le creux où l'on pose la tasse. Là, c'est blanc. Et les chaussettes sont pareilles aussi. Sauf que elles ont une bonne heure qui traverse juste au milieu. Oui, ce service me plaît beaucoup. Mais qu'est-ce que t'as besoin d'assiettes? Tu vas pas manger. J'ai apporté des biscuits. Eh bien, je te conseille de les croquer vite fait. Tu sais très bien que je ne peux pas boire mon café si je n'ai pas quelque chose à grignoter. Bon alors, tu vas le faire ce thé? Tu veux? Le temps passe. Dis, tu as des cigarettes? Je crois que je n'en ai plus. J'espère que ce travail ne va pas être trop long. Pouh! J'avais quelque chose à te demander. Qu'est-ce qu'il y a? Cet enfant de 8 ans qui tue un chat. C'est pas vrai. Textuel. Qu'est-ce que tu me dis de ça? 8 ans seulement, et cet enfant tue un chat. Il s'y est pris comment? Elle, c'était une petite fille. Elle s'y est prise comment? Elle a... Ils ne disent pas. Comment ça, ils ne disent pas? Attends une minute. Ils disent seulement que son frère, âgé de 11 ans, a observé la scène depuis la cabane à outils. Allons donc. C'est vraiment merdeux. C'est lui qui a fait le coup, je parie. Qui ça? Son frère! Tu as peut-être bien raison. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me dis de ça? Un gamin de 11 ans tue un chat et accuse sa petite sœur de 8 ans d'avoir fait le coup. Il se met en contact à quelle heure? À quelle heure il doit se mettre en contact? Et qu'est-ce qui te prend? Ça peut être n'importe quand, à n'importe quelle heure. Dis, je voulais te demander quelque chose. Quoi? Tu as vu le temps que ce truc se remplisse? Quel truc? La chasse d'eau! Non, il faut longtemps. Affreusement. Bon, et alors? Tu crois qu'elle a quoi d'après toi? Rien du tout. Rien du tout. Il doit y avoir du grippage dans le flotteur, c'est tout. Elle a quoi? Le flotteur qui grippe. Ah bon? Je pense que oui. Ça ne me serait pas venu à l'idée.
Cher monsieur, votre lettre ne m'est parvenue qu'il y a quelques jours. Je tiens à vous remercier de la grande, de l'aimable confiance qu'elle manifeste. Je ne peux guère faire davantage. Les choses, quelles qu'elles soient, sont moins saisissables et moins indicibles qu'on ne voudrait la plupart du temps nous le faire croire. La plupart des événements sont indicibles. Ils s'accomplissent dans un espace où jamais un mot n'a pénétré. Et les plus indicibles de tous sont les œuvres de l'art. L'existence mystérieuse, dont la vie à côté de la nôtre qui passe, est inscrite dans la durée. Vous me demandez si vos vers sont bons. Vous me le demandez à moi. Vous l'avez auparavant demandé à d'autres. Vous les envoyez à des revues. Vous les comparez à d'autres poèmes. Et vous êtes agité quand certaines rédactions refusent vos tentatives. Eh bien, et puisque vous m'avez autorisé à vous donner quelques conseils, je vous prie de laisser tout cela. Personne ne peut vous conseiller ni vous aider. Personne. Il n'y a qu'un moyen. Un seul. Rentrez en vous-même. Explorez le fond qui vous enjoint d'écrire. Vérifiez s'il étend ses racines jusqu'à l'endroit le plus profond de votre cœur. Répondez franchement à la question de savoir si dans le cas où il vous serait refusé d'écrire, il vous faudrait mourir. C'est cela avant tout. Demandez-vous, à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, suis-je contraint d'écrire? Creusez en vous-même, jusqu'à trouver une réponse profonde. Et si elle devait être positive? S'il vous est permis de faire face à cette question sérieuse par un simple effort, j'y suis contraint, alors construisez votre vie en fonction de cette nécessité. Votre vie doit être, jusqu'en son heure la plus indifférente, la plus infime, signe et témoignage de cet irrépressible besoin. Puis approchez-vous de la nature. Puis tentez, comme si vous étiez le premier homme, de dire ce que vous voyez, ce que vous vivez, ce que vous aimez et ce que vous perdez. N'écrivez pas de poèmes d'amour. Fuyez pour commencer les formes qui sont trop courantes, trop ordinaires. Ce sont les plus difficiles. Car il faut une grande force parvenue à maturité pour donner quelque chose qui vous soit propre, là où sont installées en foule de bonnes et parfois brillantes traditions. Aussi réfugiez-vous loin des motifs généraux, auprès de ceux que vous offre votre propre quotidien. Peignez vos tristesses et vos désirs, les pensées fugitives, et la foi en quelque beauté. Peignez tout cela avec une ardente, silencieuse, humble sincérité. Et servez-vous pour vous exprimer des choses qui vous entourent, des images de vos rêves et des objets de votre souvenir. Si votre quotidien vous paraît pauvre, ne l'accusez pas. Accusez-vous vous-même. Dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour en évoquer les richesses. Car pour celui qui crée, il n'y a pas de pauvreté, ni de lieu pauvre, indifférent. Et quand vous seriez vous-même dans une prison dont les vastes murs ne laisseraient parvenir jusqu'à vos sens aucun des bruits du monde, n'auriez-vous pas encore votre enfance?
cette richesse précieuse, royale, cette chambre forte des souvenirs. C'est vers elle qu'il vous faut tourner toute votre attention. Essayez de faire remonter en vous les sensations enfouies de ce vaste passé. Votre personnalité s'affirmera. Votre solitude s'agrandira pour devenir une demeure plongée dans la pénombre d'où l'on entend passer au loin le bruit que font les autres. Je ne prétendais vous donner d'autre conseil que celui de rentrer en soi-même et de sonder les profondeurs d'où jaillit votre existence. C'est à sa source que vous trouverez la réponse à la question de savoir s'il vous est contraint de créer. Peut-être s'avérera-t-il que vous êtes appelé à être artiste. Alors acceptez-en le destin et portez son fardeau et sa grandeur sans jamais demander aucun salaire qui puisse venir de l'extérieur. Mais peut-être devrez-vous aussi, après cette longue descente dans votre solitude, renoncer à devenir poète. Il suffit, je l'ai dit, de sentir que l'on pourrait vivre sans écrire, pour n'en avoir tout simplement pas le droit. Même alors, l'introspection à laquelle je vous invite n'aura pas été inutile. C'est à partir de là que votre vie trouvera ses propres chemins. Et je vous souhaite, plus que je ne saurais le dire, que ces chemins soient vastes, riches et bons. Avec tout mon dévouement et toute ma sympathie, Rainer Maria Rilke. Non, laissez-moi, vous dis-je. En vain, tous vos conseils me retiennent ici. Il faut que je le voie. Oh, Seigneur, vous voici. Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne. Il faut nous séparer, c'est lui qui l'ordonne. N'accablez point, madame, un prince malheureux. Il ne faut point ici nous attendrir tous deux. Un trouble assez cruel m'agite et me dévore, sans que des pleurs si chers me déchirent encore. Rappelez bien plutôt ce cœur qui tant de fois m'a fait de mon devoir reconnaître la voie. Il en est temps. Forcez votre amour à se taire, et d'un œil que la gloire et la raison éclairent, contemplez mon devoir dans toute sa rigueur. Vous-même, contre vous, fortifiez mon cœur. Aidez-moi, s'il se peut, à vaincre sa faiblesse, à retenir des pleurs qui m'échappent sans cesse. Ou, si nous ne pouvons commander à nos pleurs, que la gloire, du moins, soutienne nos douleurs, et que tout l'univers reconnaisse sans peine les pleurs d'un empereur et les pleurs d'une reine, car enfin, ma princesse, il faut nous séparer. Ah, cruel! Est-il temps de me le déclarer? Qu'avez-vous fait? Hélas, je me suis cru aimée. Au plaisir de vous voir, mon âme accoutumée ne vit plus que pour vous. Ignoriez-vous vos lois? Quand je vous l'avouais pour la première fois, à quel excès d'amour m'avez-vous amené? Que ne me disiez-vous? Princesse infortunée, où vas-tu t'engager et quel est ton espoir? Ne donne point un cœur qu'on ne peut recevoir. Je n'aurais pas, Seigneur, reçu ce coup cruel dans le temps que j'espère un bonheur immortel. Quand votre heureux amour peut tout ce qu'il désire, lorsque Rome se tait, quand votre père expire, lorsque tout l'univers fléchit à vos genoux. Enfin, quand je n'ai plus à redouter que vous. Et c'est moi seul aussi qui pouvais me détruire. Je pouvais vivre alors et me laisser séduire. Mon cœur se gardait bien d'aller dans l'avenir chercher ce qui pouvait un jour nous désunir.
Je sais tous les tourments où ce dessein me livre. Je sens bien que sans vous, je ne saurais plus vivre, que mon cœur de moi-même est prêt à s'éloigner. Mais il ne s'agit plus de vivre, il faut régner. Eh bien, régnez, cruel. Contentez votre gloire. Je ne dispute plus. J'attendais pour vous croire que cette même bouche a frémi le serment d'un amour qui devait unir tous nos moments. Cette bouche, à mes yeux, s'avouant infidèle, m'ordonna-t-elle elle-même une absence éternelle. Moi-même, j'ai voulu vous entendre en ce lieu. Je n'écoute plus rien, et pour jamais. Adieu. Pour jamais. Ah, Seigneur, songez-vous en vous-même combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur? Que tant de mers me séparent de vous. Que le jour recommence et que le jour finisse sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Sans que de tout le jour je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur? Et que de soins perdus. L'ingrat de mon départ, consolé par avance, daignera-t-il compter les jours de mon absence? Ces jours, si longs pour moi, lui sembleront trop courts. Je n'aurai pas, madame, à compter tant de jours. J'espère que bientôt la triste renommée vous fera confesser que vous étiez aimé. Vous verrez que Titus n'a pu, sans Ah, expirer... Seigneur, s'il est vrai, pourquoi nous séparer? Je ne vous parle point d'un heureux hyménée. Rome à ne vous plus voir m'a-t-elle condamné? Pourquoi m'enviez-vous l'air que vous respirez? Hélas, vous pouvez tout, madame. Demeurez, je n'y résiste point. Mais je sens ma faiblesse. Il faudra vous combattre et vous craindre sans cesse veiller à retenir mes pas, que vers vous à toute heure entraînent vos appâts. Que dis-je? En ce moment, mon cœur, hors de lui-même, s'oublie et se souvient seulement qu'il vous aime. Eh bien, Seigneur, eh bien, quand peut-il arriver? Voyez-vous les Romains prêts à se soulever? Et qui sait de quel œil ils prendront cette injure? S'ils parlent, si les cris succèdent au murmure, faudra-t-il par le sang justifier mon choix? S'ils se taisent, madame, et me vendent leur loi, à quoi m'exposez-vous? Par quelle complaisance faudra-t-il quelques jours payer leur patience? Que n'oseront-ils point alors me demander? Maintiendrai-je des lois que je ne puis garder? Vous ne comptez pour rien les pleurs de Bérénice. Je les compte pour rien? Ah, ciel, quelle injustice! Quoi? Pour d'injustes lois que vous pouvez changer, en d'éternels chagrins vous-même vous plongez. Rome a ses droits, Seigneur. N'avez-vous pas les vôtres? Ses intérêts sont-ils plus sacrés que les nôtres? Dites, parlez! Hélas, que vous me déchirez! Vous êtes empereur, Seigneur, et vous pleurez. Oui, madame, il est vrai. Je pleure, je soupire, je frémis. Mais enfin, quand j'acceptais l'Empire, Rome me fit jurer de maintenir ses droits. Il les faut maintenir. Déjà, plus d'une fois, Rome a de mes pareils exercé la constance. Ah, si vous remontiez jusque-là... Non, je crois tout facile à votre barbarie. Je vous crois digne, ingrat, de m'arracher la vie. De tous vos sentiments, mon cœur est éclairci. Je ne vous parle plus de me laisser ici. Adieu. Croirais-je, Seigneur, qu'un reste de tendresse vous fasse ici chercher une triste princesse? Ou ne dois-je imputer qu'à votre seul devoir l'heureux empressement qui vous porte à me voir? Tel est de mon amour l'aveuglement funeste. Vous le savez, madame. Et le destin d'Oreste est de venir sans cesse adorer vos attraits et de jurer toujours qu'il n'y viendra jamais. Je sais que vos regards vont rouvrir mes blessures, que tous mes pas vers vous sont autant de parjures. Je le sais. J'en rougis. Mais j'atteste les dieux, témoins de la fureur de mes derniers adieux, que j'ai couru partout ma perte certaine. Dégagez mes serments et finissez ma peine. J'ai mendié la mort chez des peuples cruels, qui n'apaisaient leurs dieux que du sang des mortels.
Ils m'ont fermé leur temple. Et ces peuples barbares de mon sang prodigué sont devenus avares. Enfin, je viens à vous. Et je me vois réduit à chercher dans vos yeux une mort qui me fuit. Mon désespoir n'attend que leur indifférence. Ils n'ont qu'à m'interdire un reste d'espérance. Ils n'ont pour avancer cette mort où je cours qu'à me dire une fois ce qu'ils m'ont dit toujours. Voici, depuis 1 an, le seul soin qui m'anime. Madame, c'est à vous de prendre une victime que les Scythes auraient dérobée à vos coups, si j'en avais trouvé d'aussi cruel que vous. Quittez, Seigneur, quittez ce funeste langage. À des sons plus pressants, la Grèce vous engage. Que parlez-vous du Scythe et de mes cruautés? Songez à tous ces rois que vous représentez. Faut-il que d'un transport leur vengeance dépende? Est-ce le sang d'Oreste, enfin, qu'on vous demande? Dégagez-vous des soins dont vous êtes chargés. Les refus de Pyrrhus m'ont assez dégagé, madame. Il me renvoie. Et quelque autre puissance lui fait du fils d'Hector embrasser la défense. Infidèle! Ainsi donc, tout prêt à le quitter sur mon propre destin, je viens vous consulter. Déjà même, je crois entendre la réponse qu'en secret contre moi votre haine prononce. Et quoi? Toujours injuste dans vos tristes discours. De mon inimitié vous plaindrez-vous toujours? Quelle est cette rigueur tant de fois alléguée? J'ai passé dans les pires où j'étais reléguée. Mon père l'ordonnait. Mais qui sait si depuis je n'ai point en secret partagé vos ennuis? Pensez-vous avoir seul éprouvé des alarmes? Que les pires jamais n'aient vu couler mes larmes? Enfin, qui vous a dit que malgré mon devoir, je n'ai pas quelquefois souhaité de vous voir? Souhaitez de me voir? Ah, divine princesse. Mais de grâce, est-ce à moi que ce discours s'adresse? Ouvrez vos yeux. Songez qu'Oreste est devant vous. Oreste si longtemps l'objet de leur courroux. Oui, c'est vous. Dont l'amour, naissant avec leur charme, leur a pris le premier le pouvoir de leurs armes. Vous que mille vertus me forcent à d'estimer. Vous que j'ai plein. Enfin, que je voudrais aimer. Je vous entends. Tel est mon partage funeste. Le cœur est pour Pyrrhus et les vœux pour Oreste. Ah, ne souhaitez pas le destin de Pyrrhus. Je vous haïrais trop. Vous m'en aimeriez plus. Ah, que vous me verriez d'un regard bien contraire. Vous me voulez aimer et je ne puis vous plaire. Et l'amour seul alors se faisant obéir. Vous m'aimeriez, madame, en me voulant haïr. Ô Dieu, tant de respect, une amitié si tendre. Que de raison pour moi si vous pouviez m'entendre. Vous seul pour Pyrrhus disputez aujourd'hui. Peut-être malgré vous, sans doute malgré lui. Car enfin il vous hait. Son âme ailleurs est prisonnière. Qui vous l'a dit, Seigneur, qu'il me méprise? Ces regards? Ces discours vous l'ont-ils donc appris? Jugez-vous que ma vue inspire des mépris? Qu'elle allume en un cœur des feux si peu durables? Peut-être d'autres yeux me sont plus favorables. Poursuivez. Il est beau de m'insulter ainsi. Cruel. C'est donc moi qui vous méprise ici. Vos yeux n'ont pas assez éprouvé ma constance. Je suis donc un témoin de leur peu de puissance. Je les ai méprisés. Ah, qu'ils aimeraient voir mon rival comme moi mépriser leur pouvoir. Que m'importe, Seigneur? Sa haine ou sa tendresse? Allez contre un rebelle armé toute la Grèce. Rapportez-lui le prix de sa rébellion. Qu'on fasse de l'épire un second Ilion. Allez, après cela, direz-vous que je l'aime? Madame, faites plus et venez-y vous-même. Voulez-vous demeurer pour otage en ces lieux? Venez dans tous les cœurs faire reparler vos yeux. Faisons de notre haine une commune attaque. Mais Seigneur, cependant, s'il épouse Andromaque... Et madame... Songez quelle honte pour nous si d'une Phrygienne il devenait l'époux! Et vous le haïssez? Avouez-le, madame, l'amour n'est pas un feu qu'on renferme en une âme. Tout nous trahit. La voix, le silence, les yeux, et les feux mal couverts n'en éclatent que mieux. Seigneur, je le vois bien. Votre âme prévenue répand sur mes discours le venin qui la tue. Toujours dans mes raisons, cherche quelques détours et crois qu'en moi la haine est un effort d'amour. Il faut donc m'expliquer, vous agirez ensuite. Vous savez qu'en ces lieux, mon devoir m'a conduite. Mon devoir m'y retient et je n'en puis partir, que mon père ou Pyrrhus ne m'en fasse sortir.
De la part de mon père. Allez lui faire entendre que l'ennemi des Grecs ne peut être son gendre. Du Troyen ou de moi, faites-le décider. Qu'il songe qui des deux il veut rendre garder. Enfin qu'il me renvoie. Ou bien qu'il vous le livre. Adieu, s'il y consent, je suis prête à vous suivre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en tant que délégué de la Ligue anti-alcoolique, je vous parlerai de l'eau minérale, de l'eau ferrugineuse. Et comme son nom l'indique, l'eau ferrugineuse contient du fer. Mais le dire, c'est bien, mais le faire, c'est mieux. L'alcool, nein, mais l'eau ferrugineuse, ja. Et je suis fier de faire à cheval sur le principe d'une conférence contre l'alcool. L'alcool, nein, mais l'eau ferrugineuse, ja. Allô? Pourquoi y a-t-il du fer dans l'alcool? Dans l'eau ferrugineuse? C'est parce que le fer a passé. Arrête pas le fer à passer, qu'est-ce que je raconte? L'eau tissèche a passé et repassé sur le fer. Et le fer, elle a dissous. Et le fer a dissous, c'est pas cher, hein? Alors, pourquoi boire cet alcool qui est plus onéreux que l'eau ferrugineuse? Oui, de la santé et le portefeuille. L'alcool, nein, mais l'eau ferrugineuse, ja. Ailleurs, l'alcool brûle les tissus de l'organisme. Et vous le sentez quand vous en buvez. Quand vous en buvez, ça pique. Alors que l'eau fer solitaire, pas le fer solitaire. Le fer est salutaire. Il est salutaire, le fer. D'ailleurs, ne dit-on pas une santé de fer? Un homme de fer? Ou un mammifère? Alors, suivez-moi. Et comme disait mon grand frère, il faut vivre, mais il ne faut pas s'en faire. L'alcool, nein, mais l'eau ferrugineuse, ja. Jackson, d'un fonctionnaire à snitch. Souffrez pour vous parler, madame, qu'un amant prenne l'occasion de cet heureux moment et se découvre à vous de la sincère flamme qui... Ah, tout beau. Gardez-vous de m'ouvrir trop votre âme? Si je vous ai su mettre au rang de mes amants, contentez-vous des yeux pour vos seuls truchements et de m'expliquer point par un autre langage le désir qui chez moi passe pour un outrage. Aimez-moi, soupirez, brûlez pour mes appas, mais qu'il me soit permis de ne le savoir pas. Je puis fermer les yeux sur vos flammes secrètes, tant que vous vous tiendrez aux mieux interprètes. Des projets Mais de si mon la cœur. bouche vient à son vouloir nuire, pour jamais de ma vie, nous faut exiler.
Les projets de mon cœur ne prenaient point d'alarme. Henriette, madame, est l'objet qui me charme. Et je viens ardemment conjurer vos bontés, de seconder l'amour que j'ai pour ces beautés. Ah, certes, le détour d'esprit, je l'avoue. Ce subtil faux-fuyant mérite qu'on le loue. Et dans tous les romans où il jetait les yeux, je n'ai rien rencontré de plus ingénieux. Ceci n'est point du tout un trait d'esprit, madame. Et c'est un pur aveu de ce que j'ai dans l'âme. Les cieux, par les liens d'une immuable ardeur, aux beautés d'Henriette ont attaché mon cœur. Henriette me tient sous son aimable empire, et l'hymen d'Henriette est le bien où j'aspire. Vous y pouvez beaucoup, et tout ce que je veux, c'est que vous y daignez favoriser mes voeux. Je vois où doucement veut aller la demande. Et je sais que j'entende. La figure est à droite, et pour n'en point sortir, aux choses que mon cœur m'offre à vous repartir. Je dirais qu'Henriette, sa l'hymen est rebelle, et que sans rien prétendre, il faut brûler pour elle. Eh, madame, à comment pareil embarras? Et pourquoi voulez-vous penser ce qui n'est pas? Mon Dieu, point de façon, si c'est de vous défendre, ce que vos regards me semblaient entendre, il suffit que l'on ait content du détour, dont c'est adroitement aviser votre amour, et que sous la figure où le respect l'engage, on veut bien se résoudre à souffrir son hommage, pourvu que ces transports par l'honneur éclairé n'offrent à mes détails que des vœux écœurés. Mais adieu pour ce coup. Ceci doit vous suffire, et je vous ai plus dit que je ne voulais dire. Mais votre erreur! Laissez, je rougis maintenant, et ma pudeur s'est fait un effort surprenant. Je veux être pendu si je vous aime, et sage! Non, non, je ne veux rien entendre davantage. Diantre, reçois de la folle avec ses visions. A-t-on rien vu d'égal à ses préventions? Allons commettre un autre soin que l'on me donne, et prenons le secours d'une sage personne. De ne pas l'envoyer tout d'un coup et de me faire essuyer les brutalités de cet animal-là. Pardi, madame, je ne peux pas jouer deux rôles à la fois. Il faut que je paraisse ou la maîtresse ou la suivante, que j'obéisse ou que Fort j'ordonne. bien. Mais puisqu'il n'y est plus, écoutez-moi comme votre maîtresse. Vous voyez bien que cet homme-là ne me convient point. Vous n'avez pas eu le temps de l'examiner beaucoup. Êtes-vous folle avec votre examen? Est-il nécessaire de le voir deux fois pour juger du peu de convenance? En un mot, je n'en veux point. Apparemment que mon père n'approuve pas la répugnance qu'il me voit, car il me fuit et ne me dit mot. Dans cette conjoncture, c'est à vous, à me tirer tout doucement d'affaire, en témoignant adroitement à ce jeune homme que vous n'êtes pas dans le coup de l'épouser. Je ne saurais, madame. Vous ne sauriez. Et qu'est-ce qui vous en empêche? Monsieur Orgon me l'a défendu. Il vous l'a défendu? Mais je ne reconnais pas mon père à ce procédé-là. Positivement défendu. Eh bien, je vous charge de lui dire mes dégoûts et de l'assurer qu'ils sont invincibles. Je ne saurais me persuader qu'après cela, il veuille pousser les choses plus loin. Mais, madame, le futur qu'a-t-il de si rebutant, de si désagréable? Il me déplaît, vous dis-je. Et votre peu de zèle aussi. Donnez-vous le temps de voir ce qu'il est, voilà tout ce qu'on vous demande. Je le hais assez sans prendre le temps pour le haïr davantage. Son valet, qui fait l'important, nous aurait-il point gâté l'esprit sur son compte? La sotte. Son valet a bien affaire ici. C'est que je me méfie de lui, car il est raisonnable. Finissez vos portraits, on n'en a que faire. J'ai soin que ce valet me parle peu. Et dans le peu qu'il m'a dit, il ne m'a jamais rien dit que de très sage. Je crois qu'il est homme à vous avoir conté de belles histoires pour faire briller son bel esprit. Mon déguisement ne m'expose-t-il pas à m'entendre dire de jolies choses? À qui en avez-vous? D'où vous vient la maladie d'imputer à ce garçon une répugnance à laquelle il n'a point de part? Car enfin vous m'obligez à le justifier. Il n'est pas question de le brouiller avec son maître, ni d'en faire un faux. Pour me faire moi, une imbécile qui écoute ces histoires. Oh, madame, dès que vous le défendez sur ce ton-là et que cela va jusqu'à vous fâcher, je n'ai plus rien à dire. Dès que je vous le défends sur ce ton-là, qu'est-ce que c'est que le ton dont vous dites cela vous-même? Qu'entendez-vous par ce discours? Que se passe-t-il dans votre esprit? Je dis, madame, que je ne vous ai jamais vu comme vous êtes et que je ne conçois rien à votre aigreur. Eh bien, si ce valet n'a rien dit à la bonne heure, il ne faut pas vous emporter pour le justifier. Je vous crois, voilà qui est fini. Je ne m'oppose pas à la bonne opinion que vous en avez, moi. Voyez-vous le mauvais esprit? Comme elle tourne les choses! Je me sens dans une indignation qui va jusqu'aux larmes. Mais, madame, quelle finesse entendez-vous à ce que je dis? Moi j'y entends, finesse! Moi je vous querelle pour lui. J'ai bonne opinion de lui. Vous me manquez de respect jusque-là. Bonne opinion? Juste au ciel, bonne opinion? Que faut-il que je réponde à cela? Qu'est-ce que cela veut dire? À qui parlez-vous? Qu'est-ce qui est à l'abri de ce qui m'arrive? Où en sommes-nous? Je n'en sais rien.
Mais je ne reviendrai de longtemps de la surprise où vous me jetez. Elle a des façons de parler qui me mettent hors de moi. Retirez-vous! Vous m'êtes insupportable! Laissez-moi! Je prendrai d'autres mesures. Vous avez l'air d'un gentleman. Charmant. Vous me flattez. Moi, vous flattez? Ma modestie naturelle m'interdit de croire que vous puissiez faire des compliments sincères à un homme comme moi. C'est pour cela que je me suis permis de supposer que vous exagériez, autrement dit, que vous me flattiez. Pourquoi avez-vous appris à vous exprimer ainsi? Vous avez dû aller souvent au théâtre? Oui, au théâtre également, mais je suis allé dans bien des endroits, moi. Mais vous êtes né par ici? Mon père était journalier chez l'avocat général près d'ici. Et j'ai souvent vu mademoiselle lorsqu'elle était enfant, bien que mademoiselle ne m'ait jamais remarqué. Non, vraiment. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas? Je ne me le permettrai pas en votre présence. Mais si je vous l'ordonne? Dans ce cas, j'obéirai. Alors asseyez-vous. Non, attendez. Servez-moi quelque chose à boire d'abord. Je ne sais pas ce que nous avons dans la glacière. Je crois qu'il y a seulement de la bière. Pourquoi seulement? J'ai des goûts très simples et je préfère la bière au vin. Merci. Je vous en prie. Vous ne buvez pas? Je ne suis pas un grand amateur de bière, mais si mademoiselle l'ordonne. Si je l'ordonne, je pense qu'un cavalier bien élevé pourra tenir compagnie à sa dame. Très juste. Buvez à ma santé maintenant. Mais on dirait qu'il est timide, ce grand gaillard. À la santé de ma souveraine. Maintenant, vous allez également baiser mon soulier, ce sera parfait. Parfait, vous auriez dû être acteur. Ça ne peut pas continuer, mademoiselle. Quelqu'un pourrait entrer et nous voir. Et alors? Les gens pourraient jaser, tout simplement. Si mademoiselle savait ce qu'il racontait là-haut tout à l'heure, eh bien... Et bien quoi? Qu'est-ce qu'il racontait? Asseyez-vous et dites-moi. Je ne veux pas vous vexer, mais ils emploient des expressions qui laissaient supposer que... Ouais, vous comprenez. Vous n'êtes pas une enfant. Et lorsque l'on voit une dame boire seule en compagnie d'un homme, même si ce n'est qu'un domestique, eh bien... Eh bien quoi? Je ne comprends pas très bien votre façon de penser. Est-ce que vous imagineriez des choses? Moi non, mais les gens oui. Et quoi donc? Que je me suis entichée du domestique? Je ne suis pas vaniteux, mais on a vu des exemples. Et pour les gens, rien n'est sacré. Ma parole, on se prend pour un aristocrate. En effet. Je m'abaisse. Ne vous abaissez pas, mademoiselle, écoutez mon conseil. Personne ne croira que vous tombez de votre plein gré. Les gens diront toujours que vous tombez. J'ai une plus haute opinion des gens que vous. Venez donc essayer. Venez. Vous savez, vous êtes bizarre. Peut-être, mais vous aussi. Puis d'ailleurs, tout est bizarre. La vie, les gens. Toute cette boue qui dérive sur l'eau et qui coule. J'ai fait un rêve qui revient de temps en temps et dont je me souviens en ce moment. Je suis perchée en haut d'un pilier
Et je ne vois aucune possibilité de descendre. J'ai le vertige quand je regarde en bas. Et il faut que je descende, mais je n'ai pas le courage de m'élancer. Il me tarde de tomber, mais je ne tombe pas. Pourtant, je ne trouverai pas de repos avant d'être en bas. Je ne trouverai pas le répit avant d'être en bas sur le sol, mais lorsque j'y arrive, je voudrais disparaître sous terre. Vous avez déjà ressenti ça? Non. D'ordinaire, je rêve que je suis allongé sous un grand arbre dans une forêt obscure. Je veux monter en haut. Je veux monter et contempler le soleil tout lumineux, brillant. Je grimpe, mais le tronc est si large, si lisse, et la première branche est si haute. Mais je sais que si je parviens à l'atteindre, j'arriverai au sommet, comme par une échelle. Seulement, je ne l'ai pas encore atteinte, mais j'y arriverai, même si ce n'est qu'en rêve. Me voilà en train de parler de rêve avec vous. Venez maintenant, seulement dans le parc. Ce soir, nous allons dormir sur 9 herbes de la Saint-Jean, et ainsi, mademoiselle, nos rêves deviendront réalité. Faites voir ce que vous avez à l'œil. Ce n'est rien. Un grain de poussière, ça va passer tout de suite. C'est ma manche qui a dû vous égratigner. Asseyez-vous, je vous écoute. Ne bougez pas. Ne bougez surtout pas. On obéit. Mais on dirait qu'il tremble, ce solide grand gaillard, avec des bras pareils. Voilà, c'est parti. Maintenant, baisez-moi la main pour me remercier. Mademoiselle Julie. Baisez-moi la main d'abord. Mademoiselle Julie, écoutez-moi. Baisez-moi la main d'abord. Bon. Mais ce sera de votre faute. Si quoi? Si quoi? Vous avez 25 ans. On ne vous a jamais appris que c'était dangereux de jouer avec le feu. Pas pour moi, je suis assurée. Oh, non, vous ne l'êtes pas. Et même si vous l'êtes, il y a des matières inflammables pas loin. Et ce serait Oui. Pas parce que c'est moi, mais parce que je suis un homme jeune. et d'allure avantageuse. Mais quelle fatuité incroyable. Un Don Juan peut-être. Ou un Joseph. Ma foi, on dirait plutôt un Joseph. Vous croyez? J'en ai presque peur. Tu vas me regarder la bouche ouverte? Pourquoi faire la corde? Vous n'avez pas le droit. Va, ma soeur, va. Je n'ai pas d'argent, rien. Pas un sou. Et si j'avais un sou, c'est pas toi que je me paierais, mais un verre d'eau. Pourquoi faire la corde? Ça te regarde, file. Il pleut. Ah, ne t'avise pas de te mettre sur cet arbre. Non. Ma soeur, laisse tomber. Ce n'est pas avec moi que tu feras les affaires. De toute façon, tu es trop laide pour moi avec tes jambes de travers. Ce n'est pas vrai. Ne montre pas. Bon Dieu, viens sur cet arbre puisqu'il pleut. Pourquoi voulez-vous faire ça? Tu veux le savoir? Je vais te le dire, c'est pour me débarrasser de toi. Tu sais ce que c'est un aviateur? Oui, j'ai déjà vu des aviateurs. Dans un salon de thé. Ah non, non, non. Peut-être quelques andouilles avec du vent dans la tête, un casse de cœur par-dessus, hein. Des types qui n'ont pas d'oreilles pour les moteurs, pas de sentiments pour les machines. Ça peut grimper dans un coucou, parce que ça a agressé la patte du chef du hangar. Essaye de lui dire, fais perdre 2000 pieds à ton coucou au milieu des nuages, et
il redresse-le d'un coup de manche comme ça, tac! Il dira, c'est pas dans le contrat. Celui qui vole, sans savoir poser son zinc sur le sol, comme si c'était son cul, celui-là c'est pas un aviateur, c'est une andouille. Moi, je suis un aviateur. Et pourtant la plus grande des andouilles. Parce que j'ai lu tous les livres sur l'aviation de l'école de Pékin, mais il y a une page que je n'ai pas lue. Sur cette page, il a été écrit qu'on n'a plus besoin d'aviateurs. Je suis devenu un aviateur sans avion, aviateur de l'aéropostale sans courrier. Mais ce que ça signifie, tu ne peux pas le comprendre. Je crois bien que je comprends. Non, si je te dis que tu ne peux pas comprendre, c'est que tu ne peux pas comprendre. Quand on était petit, on avait une grue avec une aile paralysée. Elle était gentille avec nous et elle nous en voulait pas quand on la tarabustait. Elle se pavadait derrière nous en poussant des cris pour qu'on n'avance pas trop vite. Mais elle tenait au printemps. Quand les essaims passaient au-dessus du village, elle était très nerveuse et je la comprenais très bien. Je chiale pas. Non. Ça abîme le teint. C'est bon, j'arrête. C'est même pas de ciblage correctement. Si tu dois rester planté là pour éviter que je me pende, ouvre la bouche au moins. Je ne sais pas. Pourquoi tiens-tu tellement à me décrocher de la branche? C'est parce que je me dis que... C'est parce que la soirée est si sombre que vous vouliez faire ça. Dans notre pays, il ne devrait pas y avoir ces sombres soirées. Ni même ces ponts si hauts au-dessus des rivières. Ni même l'heure entre la nuit et le matin. Et toute la saison de l'hiver. C'est dangereux. Face à cette vie misérable, il en faut peu et les gens abandonnent la vie insoutenable. Parle-moi de toi. De quoi? J'ai une boutique. Ah! Tu as une boutique! Tu ne fais pas le trottoir! J'ai une boutique, mais avant je reportais la rue. Ah. Et la boutique, c'est évidemment un cadeau des dieux. Oui! Un beau soir, ils étaient là, ils ont dit tiens, voilà de l'argent! C'était un matin! C'est pas très causante. Je sais faire, je sais jouer de la sitar. Un peu. Et je sais imiter les gens aussi. Wesh! Putain! Je crois que j'ai oublié mon porte-monnaie! Putain! C'est après que j'ai eu ma boutique. Et la première chose que j'ai faite, c'était de donner ma sitar. Je me suis dit, je pouvais être aussi racorni qu'un aranxor. Je m'en fiche. Je suis riche, je me suis dit. Je vais seule, je dors seule. Pendant toute une année, je me suis dit que je ne ferais plus rien avec un homme. Et maintenant, tu vas en épouser un, hein, celui du salon de thé au bord de l'étang. Mais qu'est-ce que tu connais vraiment à l'amour? Tout? Rien. Ou alors c'est que tu trouvais ça un peu agréable. Oh non. Et ça, c'est agréable? Oui. Pas difficile, quelle ville! Vous n'avez pas d'amis? Si, plein d'amis, oh. Mais aucun qui veuille entendre que je n'ai toujours pas de poste. Ils font la même tête que si quelqu'un se plaignait qu'il y a encore de l'eau dans la mer. Et toi, tu as un ami, toi? Un cousin. Bon, alors conseil, méfie-toi de lui. Je ne l'ai vu qu'une fois. Là, il est reparti, il ne reviendra plus. Mais dites-moi, pourquoi dites-vous des paroles aussi désespérées? Vous savez ce qu'on dit. Paroles désespérées, paroles sans bonté. Parle encore. Après tout, une voix, c'est toujours une voix. Ah! Et là, je viens de sentir une goutte de pluie. Où? Plutôt vers la droite ou plutôt vers la gauche? Plutôt vers la gauche. Bien. Et tu en as fini avec les hommes? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai plus les yeux embarqués. Peut-être pas. Certainement pas. Mais comme ça fait 2 jours que je n'ai rien mangé et une journée entière que je n'ai rien vu, je ne pourrais pas t'aimer, petite sœur. Même si je le voulais.
trouvez pas que c'est bon sous la pluie? Se reposer pour toujours. Pour toujours se reposer. Un peu macabre. Donc ça parle pour. Et comment que ça parle pour? Bah, qu'est-ce que t'en sais? Bah ça se pourrait. Mais t'en sais rien. Personne le sait, mais ça se pourrait. Ça peut pas marcher. Tu t'imagines quoi, le genre sommeil éternel, c'est ça? Plus chiant, tu meurs. Non, ça parle pas pour. Pourquoi pas? Enfin la paix, toujours voulu ça. Sûr alors, mais pas tout le temps. Pas pour toujours. On peut pas se l'imaginer de toute façon. Mais toi pas? Veut dire quoi ça? Éternellement, c'est pas dans le temps. Une fois que tu y es dans l'éternellement, tu remarques même pas que tu y es, tu sais même plus ce que c'est que le temps. Alors tu comptes même plus en jours ni en heures. Et si le mec arrive et te demande quelle heure il est, tout ce que tu fais c'est le regarder en faisant Ok. T'as même plus besoin d'avoir peur de demain par exemple, parce que demain ça n'existe plus. La semaine prochaine ça n'existe pas, dans un an ça n'existe pas, c'est tout maintenant, tout sur le moment. Si c'est pas sur le moment, ça n'existe pas. Ok. Mais la mémoire? Bah, la mémoire elle est encore là. Il y a des chances. Hier ça existe encore. La semaine dernière ça existe encore, l'an dernier aussi. Il y a des chances. Bah tu vois que c'est pas tout que maintenant. Ça c'est juste toi dans ta tête, hein, cette histoire d'avant. Mais on s'en fout que c'est. Quand ça me fait mal. Soit dans le genou, dans l'oreille. Ça me fait mal. Tout ce qui me fait mal doit avoir disparu. Bah, minute papillon. On s'égare là. Je pense que c'est comme ça dans l'éternellement. S'il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain non plus. C'est logique? Oui. C'est tout sur le moment. C'est ce que je dis. Je trouve ça un poil bizarre. C'est comme ton histoire de se reposer. Si c'est ça. Un seul jour. Qui s'arrête jamais ou qui recommence tout le temps. Bah je trouve pas ça bien. Quand je vois comment je suis content la plupart du temps, même quand une journée est finie, et là il n'y aurait plus qu'une seule journée, elle aurait jamais de fin. Non, tu vois, je trouve pas ça bien. Mais c'est ça que j'essaie de t'expliquer. L'éternellement, si c'est un moment agréable, où tu te sens bien, tu penses à des choses positives, du coton par exemple, pas de stress, pas de mauvaise énergie. Ok. Le genre quand t'as pris des drogues, ouais, ce genre-là. Bon. Et maintenant, ce moment, il s'arrête plus jamais. C'est ça, putain, c'est ça, un méga super orgasme permanent. Oh, que t'y crois même plus à l'intérieur de l'éternellement. Ah, ça me tuerait. Tu veux plus en descendre, là. Tu veux plus en descendre. Et ta vie d'avant, alors? Pas mon problème. Mais tu t'en souviens. Tu peux t'en souvenir. Si à la mémoire, tu peux t'en souvenir, oui. Il y a des chances. Ce qui a existé, c'est là et tu l'oublies plus. Non. Dans l'éternellement aussi, tu dois avoir une idée de qui tu es et que tu es toi et pas un autre. Ok. Et t'en penses quoi?
Bah, c'est un risque. Ah, je vois ça pareil. T'en penses quoi, ça parle pour ou ça parle contre? Un risque, ça parle pour, ça parle plutôt pour un risque, oui. Bah, personne ne sait, ma foi. Hein. Bah, dans un cas comme dans l'autre, on vérifie par nous-mêmes. Ok. Ok. Je veux laisser tomber ce mouchoir chez Cassio afin qu'il y trouve lui-même. Des babioles, légères comme l'air, sont pour les jaloux des confirmations aussi fortes que des preuves d'écriture simple. Ceci peut produire quelque effet. Le mort change déjà sous l'influence de mon poison. Les idées funestes sont, par leur nature, des poisons, qui d'abord font à peine sentir leur mauvais goût, mais qui, dès qu'ils commencent à agir sur le sang, brûlent, comme des mines de soufre. Je ne me trompais pas. Ni le pavot, ni la mandragore, ni tous les sirops narcotiques du monde ne te rendront jamais ce doux sommeil que tu avais hier. Ti amo, ti amo. Oh Dieu vous garde, Cassio! Vous dehors! Quelle raison vous amène? Ça alors, ma très jolie Bianca, j'allais à votre maison. Et moi j'allais à votre logis, Cassio. Quoi, toute une semaine loin de moi. 7 jours et 7 nuits, 160 heures. Et les heures d'absence d'un amant sont 160 fois plus longues que les heures du cadran. Oh, le pénible calcul! Pardonnez-moi, Bianca, des pensées accablantes ont pesé sur moi tous ces temps-ci. Mais, avec moins d'interruptions, j'effacerai le souvenir de ces longues suites d'absence. Chère Bianca, faites-moi un double de ce travail. Cassio? Comment ceci est-il entre vos mains? C'est quelque gage d'une nouvelle amie? Oh non! Je sens déjà la cause de cette absence ressentie. On est déjà venu là? Hein? C'est bon! C'est bon! Allô? Femme! Jetez vos viles suppositions à la dent du diable qui vous les tenait. Nous voilà jalouses à l'idée que c'est quelques gages de quelques nouvelles maîtresses. Non. Sur ma parole, Bianca, non. Eh bien, qui est-il? Je ne sais pas, ma charmante. Je l'ai trouvé dans ma chambre. Et j'enlève le travail. Avant qu'il ne soit réclamé, comme il est probable qu'il le sera, j'aimerais en avoir le pareil. Prenez-le. Copiez-le. Et laissez-moi pour le moment. Vous laissez? Mais pourquoi? J'attends ici le général, et ce n'est pas une recommandation désirable pour moi qu'il me trouve en compagnie féminine. Et pourquoi, je vous prie? Ce n'est pas que je ne vous aime pas. Mais c'est que vous ne m'aimez point. Je vous en prie. Reconduisez-moi quelque part. Et dites-moi si je vous verrai de bonne heure ce soir. Je ne peux vous reconduire bien loin. C'est ici que j'attends. Mais je vous verrai de bonne heure. Ah, fort bien. Il faut bien que je me plie aux circonstances. Ah! Donne-moi une preuve vivante qu'elle est déloyale. Ah!
Je n'aime pas cet office-là. Et puisque je suis entré si avant dans cette cause, poussé par une honnêteté, un dévouement stupide, je continuerai. Dernièrement, j'étais couché avec Cassio. Tourmenté d'une rage de dents, je ne pouvais dormir. Il y a une espèce d'homme si débraillé dans l'âme qu'ils marmottent leurs affaires durant leur sommeil. De cette espèce est Cassio. Tandis qu'il dormait, je l'ai entendu dire « Suaves démon, soyons prudents, cachons nos amours. » Et alors, il m'empoignait, il m'étreignait la main en s'écriant « Oh, suave créature !» Et alors, il me baisait avec force comme pour arracher par les racines des baisers éclos sur mes lèvres. Il posait sa jambe sur ma cuisse et soupirait et me baisait et criait « Maudite fatalité qui t'a donné aux morts !» Monstrueux! Monstrueux! Non, ce n'était qu'un rêve. Mais il dénonçait un fait accompli. C'est un indice néfaste. Quoique ce ne soit qu'un rêve. Et cela peut donner corps à d'autres indices qui n'ont qu'une mince consistance? Je la mettrai tout en pièces. Non, soyez prudents. Nous n'avons encore rien vu, c'est pas encore qu'elle soit innocente. Dites-moi seulement, n'avez-vous jamais vu un mouchoir brodé de fraises dans les mains de votre femme? Si, je lui en ai offert un pareil. Ce fut mon premier présent. Une offrande de mon père pour ma mère. Elle me le remit à sa mort. Je me demanda quand la destinée m'unira à une femme de lui remettre. C'est ce que j'ai fait. Ah, je ne le savais pas, c'est avec un mouchoir pareil, il est à votre femme, j'en suis sûr, que j'ai aujourd'hui vu Cassio s'essuyer la barbe. Si c'est celui-là... Que ce soit celui-là ou un autre, s'il lui appartient, c'est une nouvelle preuve qui parle contre elle. Si ce gueux avait 40 000 vies, une seule est trop misérable, trop chétive pour ma vengeance. Je le vois maintenant. C'est vrai. Écoutez-moi. Tout mon fol amour, je le souffle comme ceci à la face du ciel. Il a disparu. Surgit. Noire vengeance du fond de ton enfer! Ah! Gonfle-toi, mon sein, car ce que tu enfermes n'est que venin d'aspic. Je vous en prie, calmez-vous. Tu sens! Tu sens! Tu sens! Lui faire avouer, et après lui mettre la corde au cou. Non! D'abord, lui mettre la corde au cou, et puis le faire avouer. Ah! Je frissonne. Une nature ne se laisserait pas envahir ainsi par l'ombre de la passion, sans quelque grande cause. Ce ne sont pas des mots qui m'agitent comme cela. Nez, oreilles et lèvres. Est-il possible? L'aveu, le mouchoir. Cassio! Travaille, ma médecine, travaille. C'est ainsi qu'on attrape les niais crédules. Et c'est encore ainsi que plus d'une dame digne et chaste, malgré toute son innocence, est exposée aux reproches. Voilà, monseigneur. Monseigneur. Othello! Ouah, Cassio! Quelle nouvelle! Qu'y a-t-il? Monseigneur vient de tomber dans une attaque d'épilepsie, c'est la seconde, il en a eu une hier. Frottons-lui les tempes. Non, laissez-le. Il faut que cet engourdissement léthargique ait son libre cours, sinon l'écume lui viendrait à la bouche et tout à l'heure il éclaterait en folie furieuse. Tenez, il remue déjà. Éloignez-vous un instant, il va revenir à lui. Quand il sera parti, je voudrais causer avec vous d'une importante affaire. Comment cela va-t-il, général?
Vous ne vous êtes pas blessé à la tête? Te moques-tu de moi? Me moquer de vous? Non, par le ciel. J'aimerais seulement vous voir subir votre sort comme un homme. Un homme qui porte corne n'est qu'un monstre et une bête. Il y a bien des bêtes dans une ville populeuse et bien des monstres civilisés. A-t-il avoué? Mon monseigneur, soyez un homme. Songez que tout confrère barbu attelé à ce jeu-là peut le tenir comme vous. Il y a des millions de vivants qui reposent nuitamment sur une couche qu'ils jureraient être à eux seuls. Votre cas est meilleur. Sarcasme de l'enfer. Suprême moquerie du démon. Étreindre une impudique sur une couche confiante et la croire chaste? Non. Que je sache tout. Et en sachant ce que je suis, je saurai comment la traiter. Tu as raison, cela est certain. Cachez-vous en observation et contenez-vous dans les bornes de la patience. Tandis que vous étiez ici accablé par la douleur, émotion bien indigne d'un homme comme vous, Cassio est venu. Je l'ai conduite en donnant de votre évanouissement une raison plausible. Je lui dis bientôt de revenir me parler ici ce qu'il m'a promis. Cachez-vous en observation. Et remarquez les grimaces, les mots et les signes de dédain qui vont paraître dans chaque trait de son visage, car je vais lui faire répéter toute l'histoire. Où? Comment? Depuis quelle époque et quand il en est venu aux prises avec votre femme quand il compte revenir? Je vous le dis, remarquez seulement ses gestes. Mais morbleu de la patience. Ou je dirais décidément que vous êtes un frénétique et non plus un homme. Écoute-moi, Cassio. Je me montrerai le plus patient de tous les hommes. Mais aussi, tu m'entends, le plus sanguinaire. Il n'y a pas de mal, pourvu que vous mettiez le temps à tout. Voulez-vous vous retirer? Je vais maintenant questionner Cassio sur Bianca, une ménagère qui, en vendant ses attraits, s'achète du pain et des vêtements. C'est le triste sort de toute catin d'en dominer beaucoup pour enfin être dominé par un seul. Quand il entend parler d'elle, Cassio ne peut s'empêcher de rire aux éclats. Tenez, le voici qui vient. Avoir le sourire, Othello va devenir fou. Et son inner jalousie va interpréter les gestes et les insouciantes manières du pauvre Cassio tout à fait à contresens. Muta l'accento e ti pensiero. La donna è mobile, qualche malvento. Muta l'accento e ti pensiero. Comment vous trouvez-vous, lieutenant? D'autant plus mal que vous me donnez un titre dont la privation me tue. Travaillez bien Desdémone et vous êtes sûr de la chose. Si l'affaire était au pouvoir de Bianca, comme vous réussiriez vite. Hélas, pauvre créature. Voyez comme rire déjà. Je n'ai jamais connu de femme aussi amoureuse d'un homme. Hélas, pauvre créature, je crois vraiment qu'elle m'aime. C'est cela. Il s'en défend faiblement et rit. Écoutez, Cassio. Voilà Iago qui le prie de tout raconter. Continue. Bien dit, bien dit. Elle fait courir le bruit que vous comptez l'épouser. Est-ce votre intention? Tu triomphes, Romain! Tu triomphes! Moi, l'épouser? Quoi, une coureuse? Je t'en prie, aie quelque charité pour mon esprit, ne le prends pas aussi malade! Oui, au gagnant de rire! Vraiment le bricot que vous l'épouserez. De grâce, parlez sérieusement. Je ne suis qu'un scélérat si cela n'est pas. Avez-vous donc compté mes jours? Bien! C'est une invention de la guenon. Si elle a l'idée que je l'épouserai, elle la tient de son amour et ses illusions, et nullement de mes promesses. Iago me fait signe, c'est que l'autre commence son histoire. Elle était ici, il n'y a qu'un instant. Elle me hante en tout lieu. J'étais l'autre jour au bord de la mer à causer avec quelques Vénitiens, quand soudain cette folle arrive et me saute ainsi au cou. Oh, c'est brillant! Oh, mon cher Cassio! C'est ce qu'indique son geste! Elle se pend, elle s'accroche, tout en larmes après moi, puis elle m'attire et me pousse. Et maintenant, il lui raconte comment elle entrait dans ma chambre? Oh, je vois bien votre museau, mais je ne sais quel chien! Je vais jeter dessus! Vraiment, il faut que je la quitte. Devant moi? Tenez, la voici qui vient. C'est une maîtresse fouine et diautrement parfumée encore. Qu'avez-vous donc à me hanter ainsi? Diable! Et sa mère! Vous-même! Que me vouliez-vous avec ce mouchoir que vous m'avez remis tantôt, hein? J'étais une belle sotte de le prendre. Et il faut que j'en fasse un tout pareil. Comme cela
marche de rien. Voyons, ma charmante Bianca. Par le ciel, Voyons, ça doit être mon mouchoir. voyons. Si vous voulez venir souper ce soir, vous le pouvez. Et si vous ne voulez pas, venez dès que vous y serez disposé. Suivez-la. Suivez-la. Comment le tuerais-je, Iago? Avez-vous vu comme il a ri de sa vilénie? Oh, Iago, Et avez-vous vu le mouchoir? est-ce le mien? Par cette main levée. Et voyez-vous quelqu'un fait de la folle créature votre femme? Elle lui donne son mouchoir et lui, il la donne à sa putain. Oh, je voudrais le tuer pendant 9 ans. Une femme si belle, une femme si charmante, une femme si adorable. Elle n'en est que plus coupable. Oui, 1000 et 1000 fois plus. Qu'elle pourrisse, qu'elle disparaisse et qu'elle soit damnée dès cette nuit, car elle ne vivra pas, non. Mon cœur est changé en pierre. Je le frappe et il me blesse la main. Le monde n'a connu plus adorable créature. Elle était digne de reposer aux côtés d'un empereur et de lui donner des ordres. Alors, il faut oublier cela. L'infâme! Je dis seulement ce qu'elle est, si adroite avec son aiguille, admirable musicienne, avec son chant, elle apprivoiserait un ours. D'une imagination, d'une intelligence si élevée, si féconde. Voyons, ce n'est pas là votre cas. Oui, tu as raison. Mais quel malheur, Iago. Oh, Iago, quel malheur. Si vous êtes si tendre à son iniquité, donnez-lui le mal pour faire la patente, car si cela ne vous touche pas, cela ne gêne personne. Je lâcherai en miettes, me faire en cocu. C'est affreux, hein. Avec mon officier. C'est plus affreux encore. Ah! Procure-moi du poison, Iago, cette nuit. Je ne veux pas d'avoir d'explication avec elle, de peur que son corps et sa beauté ne désarment encore une fois mon âme. Cette nuit, Iago. Non, n'employez pas le poison. Étranglez-la dans son lit. Hein? Le lit même qu'elle a signé. Oui, bon, la justice de ceci me plaît. Quant à Cassio, laissez-moi être son croque-mort. Vous en apprendrez davantage vers minuit. Excellent. Excellent! Ah! La merde, je saccage ta baraque, je viens fumer ton herbe. Mais qu'elle dans mon cul, je crache du son comme un dragon. On va piper ta meuf sous ses fesses, y'a des néons. Je suis le grand frère de Pascal, le grand frère. Ce soir, je suis de garde, j'ai de très bons somnifères. 4 coins de la France, y'a des. Je les fais fumer pour les faire taire. M'amène, pour faire tous mes scraps. Et toutes les plus cocasses qui viennent nous sucer sous la table. Je suis le grand méchant loup qui fait peur dans les femmes. J'ai 86 enfants et 52 femmes. Y'a pas de tour magie, donc je vais pas à la fac. Ma bite vous garde juste devant Emma Watson. Pas très Charlie, celle-là, faut que tu la bacs. Les rappeurs s'inclinent, tout pas que maman des pardons. Aval, c'est riche en oméga 3. Cavale sur mon cheval de Troie. On drague les pucelles avec qui passe au A. Je suis là pour piquer les beurres de Booba. Je t'ai largué, mais on peut toujours baiser. Je fais des périscopes plus simples que Serge Aurier. Je vais niquer Cassio, le mort et Desdemone. Je vais niquer Cassio, le mort et Desdemone. Je m'appelle si elle veut manger mon foutre. J'aime les sports de baise et de combat. Je suis désolé, m'amène, j'ai un cul en poudre. Il y a ceux qui m'aiment et ceux qui t'aiment pas. Je t'envoie ta commande par pigeon voyageur. T'inquiète, ils sont sous côte, ça arrive dans le quart d'heure. Désolé la miss, le sexe est baladeur. N'oublie jamais que du sale. Je suis l'empereur dans le hit machine. Je vais rajouter un tube. On va coûter son comme si c'était la pub. Un verre à la pâte, tu peux m'appeler rouge-gorge. À l'école, c'est moi qui venais donner des ordres. Une au bout de la queue et l'autre au bout du fil. Je les fourre à la chaîne comme un chinois à l'usine. Tu charbonnes des grosses, vas-y, tu me fais de la peine. J'ai retourné le cerveau d'Othello en 2 scènes.